Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mars 2021 et comme chaque mercredi, nous allons faire un point sur les matières premières et leurs fondamentaux. Alors avant de débuter, et de voir le sommaire, de voir les matières premières que nous allons aborder, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Nous pouvons enchaîner à présent. Alors voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Nous allons parler du pétrole. Un pétrole qui nous a intrigué la semaine dernière avec ce blocage du canal de Suez, hein. Je m'interrogeais pas mal. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'hypothèses, notamment de la part de Jean-Marie et une réponse d'Antoine également. Et on va la confirmer. On va parler de ce blocage du canal de Suez et bien plus. On va aborder par la suite le soja, ensuite le sucre, donc de matières premières agricoles, pour terminer par le palladium. Alors, le pétrole, on débute bien entendu par aborder ce trafic qui a repris dans le canal de Suez après un blocage d'une semaine et ce déblocage justement de la voie navigable a exercé une pression à la baisse sur les cours et le brut a finalement réussi à se ressaisir. Alors, la semaine dernière, je m'interrogeais énormément et Jean-Marie nous avait proposé trois hypothèses, hein, et donc que je remercie d'ailleurs au passage. Premièrement, une avarie du gouvernail, en second point, l'avarie moteur, et ensuite la vitesse des vents. Alors effectivement, Antoine, il y a quelques jours, nous a confirmé que c'était une tempête de sable, c'était le cas, une tempête de sable saisonnier qu'on appelle Khamsin. Khamsin en arabe, ça veut dire 50, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un vent d'ouest qui est à plus de 140 km/h, qui vient d'Afrique du Nord et qui souffle pendant 50 jours. Donc il s'appelle Khamsin, ce qui veut dire 50 en arabe, car il souffle pendant plus de 50 jours. Donc pendant 50 jours exactement, pardon. Donc ce serait visiblement la cause de ce blocage. Et vu la hauteur de ce porte-conteneur, comme le soulignait Jean-Marie dans sa troisième hypothèse, c'était tout à fait plausible, hein. On peut imaginer que de tels vents soufflant à 140 km/h puissent dévier ce porte-conteneur de 400 mètres de longueur. Donc visiblement, c'est l'hypothèse qui est retenue, hein, à cause, hein, donc de cette tempête de sable saisonnière. Et on garde tout de même, hein, l'hypothèse d'une erreur humaine. On aura plus de détails sûrement très prochainement et on en reparlera. Alors, demain, c'est la réunion des pays membres de l'OPEP+. Et pour l'heure, l'Arabie Saoudite souhaite que les réductions de production actuelles soient prolongées. La Russie pourrait s'opposer à cette idée. Le Koweït, d'ailleurs, exhorte les pays à se joindre donc, aux vœux de l'Arabie Saoudite. Alors, il faut noter tout de même qu'il y a un déficit actuellement de 3 millions de barils par jour, qui est soutenu par les réductions de production volontaires de l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite qui pourrait produire jusqu'à 1,5 million de barils par jour de moins que sa production normale. Donc l'Arabie Saoudite pourrait tout de même maintenir le déficit sur le marché pétrolier, même si la Russie est opposée euh, à une prolongation des réductions de production. Alors, ce qu'il faut savoir, cette réduction sera prise demain, cette décision sera prise dès demain, donc ce sera une séance cruciale pour le marché pétrolier. Concernant le marché, le brut iranien, nous l'avons déjà dit, hein, il n'y a vraiment plus de risque à l'heure actuelle. Voilà pour les points clés, voilà pour les réponses concernant ce blocage du canal de Suez. Et donc, hein, nous avons quelques hypothèses, une hypothèse qui semble se confirmer à l'heure actuelle. D'un point de vue graphique, alors nous sommes allés chercher un point technique très important après un rebond sur la zone des 60 dollars le baril. Attention, l'OPEP+ pourrait décider de réduire au moins temporairement encore la production, ce qui pourrait faire baisser les prix à très court terme avant de rebondir. Donc on pourrait aller chercher les 63 dollars et on pourrait repartir à partir de ce niveau-là, le niveau des 63 dollars. D'ailleurs, on y est presque, hein. On a pris connaissance des stocks hebdomadaires de brut il y a quelques minutes, hein, qui sont ressortis. Donc il y a eu c'est ressorti, il me semble, il y a eu une destruction des stocks à hauteur de 0,176. On s'attendait à une constitution des stocks à hauteur de 0,107. On était à la limite des 64,40 $. On s'est replié sous 64 dollars à l'heure actuelle. Donc on peut s'attendre à un éventuel repli à 63 dollars pour rebondir sur ce niveau, voire approfondir quelque peu la baisse.
Et prudence, dans ce cas-là, on pourrait voir apparaître une figure en épaule tête-épaule que l'on voit ici. Donc deux scénarios, soit on a une formation d'épaule tête-épaule, soit on a la formation d'un double creux, si on parvient à rebondir sur ce qui peut apparaître à l'heure actuelle comme une ligne de coup. Donc prudence à ce niveau-là. En cas de double creux, hein, ça ce serait si on assiste à un repli en direction des 60 $. Et là j'ai écrit inversé, hein, je me suis trompé, c'est une épaule tête-épaule normale. Donc voilà pour les hypothèses techniques. On a une hypothèse haussière qui serait réalisée en cas de formation en double creux. Et on a une hypothèse technique baissière en cas de formation en épaule tête-épaule. Et dans ce cas-là, on pourrait approfondir la baisse. On voit ici d'un point de vue Ishimoku, si on venait à réaliser la figure en ETE, on pourrait aller chercher la projection V à 55,82 $. Ce serait la première cible. Étant donné qu'on l'a surpassé, on pourrait y revenir très rapidement et c'est le dernier rempart avant le retracement de Fibonacci à 61,8%. Alors j'insiste, hein, je suis en train de me baser sur cette hausse. Depuis qu'on a un repli, je me base sur cette hausse-là pour avoir des retracements de Fibonacci. Avant, je me basais sur le repli, hein, de la pandémie. Donc voilà pour le pétrole, nous avons deux hypothèses d'un point de vue technique avec un double creux potentiel et une épaule tête-épaule potentielle. Je pense qu'on aura la réponse la semaine prochaine, peut-être même bien avant, en Good Morning Market. On passe à présent sur le soja. Concernant le soja, il y a eu une forte baisse des stocks aux États-Unis car il y a une augmentation de la consommation intérieure, mais également une forte hausse des exportations vers la Chine. Et si la Chine continue donc d'augmenter ses importations de soja américain, on pourra avoir des stocks américains qui seraient complètement drainés. On est déjà à des niveaux extrêmement bas, nous allons le voir. Et les ending stocks, les stocks de clôture américains sont à des niveaux très bas déjà et le taux d'utilisation des stocks est tombé à 5%. On va voir ces différentes données hein, pour d'ailleurs le soja, le maïs et le blé. Donc voilà les différentes données. On va se focaliser sur le soja, mais n'hésitez pas à vous intéresser aux données sur le maïs et le blé. Ce sont des matières premières agricoles que l'on a précédemment abordées la semaine dernière et celle d'avant. Alors aux États-Unis, ce que l'on voit visiblement, au vu de la situation fondamentale aux États-Unis, on pourrait avoir une hausse, une poursuite de la hausse des cours du soja pour des causes fondamentales. Et il y a donc une offre qui est limitée visiblement. Ici, ce que l'on voit, on retrouve ici l'ending stock, les stocks finaux, et c'est une échelle inversée. Des stocks finaux qui sont en train de se réduire considérablement. On le voit, ça vient accompagner la hausse des prix que l'on retrouve en noir. Les stocks finaux, on les retrouve donc ici en rouge sur un axe inversé quand l'axe des prix est normal. Autre chose, les stocks use, les stocks prêts à utilisation également sont retombés ici, on le voit à 5%. C'est un niveau extrêmement bas et donc c'est en rouge sur ce dernier graphique, hein. Ce sont les deux graphiques qui nous intéressent. On a parlé donc ce taux d'utilisation des stocks à 5%. C'est ici qu'on le voit, 0,05. Vous retrouverez les mêmes données d'ailleurs hein, pour le maïs ou le blé. Et au milieu, on retrouve la différence entre la production et la consommation en rouge. Et on le voit, donc c'est sur un axe inversé. Donc plus on augmente, plus ça baisse. Et ici, donc, on a donc, étant donné que si on a une baisse de la production, moins la consommation, ça veut dire qu'on a une augmentation de la consommation tout de même et qu'on pourra avoir un déficit sur un marché, un déficit qui est en train de se creuser ici à nouveau petit à petit hein, après une baisse, après une hausse pardon, considérable de la production moins la consommation. Le spread production-consommation plutôt. Ici, on a des estimations Bloomberg. Ce sont les ratios stock utilisation de maïs, de soja, de riz, de blé également. On voit concernant le maïs et le soja, ça devrait continuer à baisser dans le monde, hein. On retrouve le maïs en orange, on voit cette poursuite de la baisse. Et concernant le soja, c'est en gris. On voit une baisse hein, qui est légèrement accentuée. Et donc concrètement, si ce ratio stock utilisation moins utilisation continue de baisser, on pourrait donc confirmer que le super cycle de ces matières premières n'est toujours pas terminé, un super cycle qui resterait toujours en cours. Donc voilà pour ces données Bloomberg très intéressantes hein, également sur plusieurs matières premières agricoles, le soja, le maïs, le blé, le riz et le sucre.
D'un point de vue, graphique, hein, on pourrait enregistrer ce mois-ci la première baisse mensuelle depuis mai, 2020. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bougie rouge sur ce graphique, mensuel. On a un positionnement net que l'on retrouve, ici, le COT, qui commence à baisser. On est en train de repasser sous cette zone. Ça vient nous rappeler, à des niveaux très extrêmes, hein, et ça vient nous rappeler ici, la situation, de 2011. Alors effectivement, en 2011, à ce niveau-là, on a vu apparaître une correction sur le marché, une baisse des cours, hein, et c'est ce niveau, le repli du positionnement net, hein, qui avait donné un premier signal baissier lorsque nous étions sur des niveaux extrêmement élevés d'un point de vue court, et on était passé de 1800 cents le boisseau à 1350 cents, 1350 cents le boisseau, pardon. C'était 450 cents de baisse. Et ça, c'est très intéressant. Et on va tout de même nuancer cela. On va nuancer cette vision avec le RSI. Et il faut se dire tout de même qu'à ce niveau-là, il y avait une formation chartiste. Il n'y en a pas ici. On va même faire un parallèle avec cette situation où nous avons eu un repli considérable. On va le voir sur le RSI. Il y avait une divergence. Ah, voilà le graphique. Je pensais l'avoir oublié. Concernant la comparaison avec cette période ici, aux alentours de 2007, on voit qu'il y avait une divergence baissière. Ici, le signal baissier nous a été donné au franchissement du niveau des 70. Donc ça, c'est un point qui nous permet de différencier avec la situation de 2007. On reparle à présent de cette situation ici. On avait une figure en épaule-tête-épaule, et c'était la construction de la tête qui a vu le repli, donc aux alentours des 1350 cents, le boisseau. Ici, c'est différent. Pour le moment, nous n'avons aucune formation chartiste. On passe à peine en zone de surachat. Donc, si on venait à répliquer ce scénario de 2008, il faudrait donc que l'on aille marquer un sommet, qu'on se replie au niveau du RSI pour aller chercher les 70, repartir à la hausse et des cours qui marquent un sommet quand le RSI n'y parvient pas. Ça nous ferait une divergence baissière et là, au franchissement des 70, on aura un gros signal baissier. Et on notera d'ailleurs qu'à ce niveau-là, en 2008, ce que l'on est allé chercher, c'est le haut du nuage. Et donc, c'était une baisse de 845 cents par boisseau tout de même. Et si on venait chercher le haut du nuage ici, ce serait une baisse de 450 cents le boisseau. C'est très exactement, je reviens sur le slide d'avant, c'est très exactement ce que l'on avait vu d'ici à là. On était passé de 1800 cents par boisseau à 1350 cents. Et un tel repli, si on répliquait cette baisse, ça nous ramènerait au nuage, voire légèrement en dessous, en direction du retracement de Fibonacci à 78,6%. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de même nuancer ce repli. On était dans la formation d'une figure chartiste. Là, on a eu un rallye de plusieurs mois concernant le soja qui s'est poursuivi avec un signal d'achat Ishimoku qui s'est validé récemment avec une Chikou-span qui se libère. On va marquer ici un sommet aux alentours des 1442. On se replie, on est à 1382. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'il faudrait un peu plus d'éléments pour faire un parallèle avec la situation, cette situation-ci. Il faudrait plutôt une figure de retournement avant cela. Et pour faire un parallèle avec celle-ci, il faudrait donc une divergence baissière de RSI. Donc on reste tout de même prudent hein, sur le soja car on pourrait poursuivre à la hausse. Le sucre, à présent, donc nous avons une chute des cours du sucre. On avait fait ce parallèle avec les cours du pétrole et donc la correction du marché pétrolier entraîne les cours du sucre à la baisse car effectivement le pétrole est moins cher, donc il y a une baisse de la demande de biocarburants et donc il y a plus de sucre disponible pour la consommation. Alors le sucre, les cours du sucre sont actuellement au-dessus d'une zone clé. On va le voir d'ailleurs, c'est une oblique baissière qui relie les différents sommets. On a des tendances saisonnières qui laissent entrevoir une reprise potentielle des prix en mai. Et donc, à noter qu'il y a cette situation hein, des livraisons au Brésil. Les ports du pays sont consacrés aux exportations de soja. Donc, ça réduit le potentiel d'exportation de sucre. On avait parlé de ces terminaux au Brésil qui étaient à chaque fois perquisitionnés, si je puis dire, par les exportations de soja. Et ça a impacté les exportations de sucre. Et donc, il faut savoir que les plus grosses livraisons de sucre ont lieu lors du mois de mai. Donc, on pourrait avoir des baisses plus importantes s'il y a des problèmes de livraison ou notamment des perturbations météorologiques, hein. Je vous rappelle que les cours du sucre sont également, du soja également, étroitement liés à la météo, mais également au cours du réal brésilien. Et il y a eu donc récemment,
il faut faire un parallèle entre tout cela, de fortes hausses sur le soja qui était combiné à un réal brésilien faible. Et donc la compétitivité du soja brésilien a considérablement augmenté. Et cela donc peut encourager certains agriculteurs à se tourner vers le soja. Donc ça, c'est très important hein, de faire ce type de lien. Et donc c'est pour ça qu'il est important de savoir ce que produit le Brésil en termes de matières premières agricoles pour comprendre cette logique des producteurs et faire un parallèle également avec le réal brésilien. D'un point de vue graphique, on le voit ici, nous avons le pétrole en jaune, l'USD-BRL en bleu et on retrouvera également donc le soja avec une couleur normale rouge et verte. Alors, ce qu'il faudra noter à ce niveau-là, on peut voir clairement que la baisse du pétrole a entraîné à la baisse les cours du sucre et nous avons le réal brésilien qui reste très très bas et donc les producteurs n'ont aucun intérêt à limiter les exportations. Ça semble assez évident, c'est du bon sens. Nous avons également un positionnement, on le voit ici, c'est le COT. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez l'utiliser sur les matières premières agricoles, ça fonctionne très très bien. Il me semble que j'avais une question dans ce sens-là. Le COT, le positionnement net qui reste très stable et ça ressemble à la situation ici de 2016. Et à ce niveau-là, on avait eu un sommet de court terme qui avait été atteint sur le sucre, mais on pourrait assister à une reprise tout de même des cours en mai. Lorsqu'il y aura donc les plus grosses livraisons, s'il y avait donc des problèmes à ce niveau-là, que ce soit d'un point de vue météorologique ou bien d'un point de vue des terminaux, de la disponibilité des terminaux au Brésil. On va tout de même voir cette configuration mensuelle et ça me rappelle un commentaire de Simon qui nous avait fait cette remarque. On n'avait toujours pas eu de signal de sortie du nuage par le haut en mensuel. Effectivement, Simon, vous avez raison. On a refusé la sortie du nuage par le haut au moment où la Chikuspan s'est attaquée à notre Kijun. Et donc, on est en pullback sur l'oblique baissière qui vient relier les différents sommets. Alors, on est ici. Hein, j'ai eu un bug lors de la capture d'écran de mon graphique, mais on est très précisément sur cette oblique baissière. Je ne sais pas pourquoi il me manque une bougie. J'ai un petit problème sur ce graphique. Mais on comprend hein, que l'on pourrait tout de même assister à un rebond et donc on aurait un réel signal de long terme dans le cas où on aurait une sortie par le haut et donc peut-être une Chikuspan qui vient passer par ce twist prochainement, en tout cas dans quelques mois. Le palladium, à présent, un métal que l'on a abordé très rarement. Il y a une correction massive de 200 $ après la récente remontée des cours. On a une limite supérieure du range du semestre précédent à 2500 $. C'est un support clé. C'est la Kijun journalière. On a eu très peu de consolidation hein, pour le palladium. Et la situation actuelle semble similaire à celle de 2013. À noter que le platine est une alternative beaucoup moins chère que le palladium. Ça pourrait être un facteur clé pour limiter la hausse de la demande du palladium. Et voici graphiquement le platine face au palladium. Hein, on retrouve ce support des 2500 $. On retrouve ici, il me semble que ce sont les 2880. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en noir, mais c'est un récent sommet. Alors, ça ressemble à ce qui s'est passé il y a un an. Ici, hein, on le voit, on avait eu un repli considérable après deux pics haussiers. Alors, est-ce qu'on va répliquer cela et aller casser les 2500 dollars? À voir. Dans ce cas-là, on pourrait se replier vers la prochaine zone de support. En tout cas, d'un point de vue Ishimoku ici, on avait eu un signal de hausse à ce niveau-là, signal validé par la Chikuspan, impulsion haussière massive, pullback sur la Kijun, ces fameux 2500 $, et on se redresse à l'heure actuelle. Et donc l'objectif de court terme, en cas de poursuite de la hausse, ce serait les 2868 $. Dernier rempart avant les 3000 $. Et d'ailleurs, la projection d'Osoda nous donne ça, elle nous donne 3000 $. Donc à suivre, mais on garde en tête hein, que le platine pourrait limiter la demande de palladium. Mais cependant, il y a Nornickel qui a laissé entendre que l'offre et la demande de palladium devraient s'équilibrer en 2021. Et il y a eu cette année hein, des inondations dans les mines. Cela pourrait limiter la production de l'entreprise de 15 à 20%.
Donc on a tout de même des problèmes au niveau de l'offre et il faut savoir que Nornickel est le plus grand producteur de palladium au monde. Il faut également garder à l'esprit, que, il pourrait y avoir à nouveau des problèmes en Afrique du Sud comme il y a un an. C'était tout d'abord à cause du covid et la fermeture de mines, mais également des pénuries, d'énergie. Donc ici, on retrouve le déficit, temporaire sur le marché du palladium qui est en train de s'évaporer, hein, en 2021. On le voit, un déficit qui était extrêmement, élevé. Ça, c'est d'un point de vue global. Concernant la, demande, alors le palladium avait été très impacté par le covid. Il y avait une baisse de la demande, notamment en provenance du secteur automobile. On peut le constater ici et cela, s'est, directement, impacté avec une baisse de, 16 en 2020-2021. On devrait, retrouver une certaine, demande à ce niveau-là. Concernant l'offre, à cause de l'Afrique du Sud, il y avait eu une baisse de 14 en 2020 et là, on devrait donc, se redresser quelque peu, mais prudence. On ne sait pas ce qui pourrait se passer en Afrique du Sud si, il y a une situation, similaire. Il pourrait y avoir à nouveau des tensions d'un point de vue de l'offre. En tout cas, Nornickel, hein, pourrait, avoir une production limitée, comme elle l'a annoncé, de 15 à 20. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Si vous avez des réactions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier en commentaire. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain point sur les matières premières et les fondamentaux. On en saura beaucoup plus en tout cas sur le pétrole. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.